à Elsa Gomez. Très bien, merci beaucoup, merci Catherine, merci Monsieur Guedes pour ces précisions techniques. Merci donc, aux ABM de nous aider à organiser ces conférences, puisque malheureusement, nos musées étant toujours fermés, on ne peut pas se retrouver en présentiel, comme on dit. Mais voilà, ce format nous permet quand même de vous amener un peu d'art chez vous. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc alors pour clore ce premier cycle de 3 conférences, je vous propose de remonter encore un peu plus dans le temps, puisque pour ceux qui avaient suivi les sessions précédentes, mes collègues avaient présenté des œuvres du 19e siècle plus du 18e siècle. Et donc là, on fait encore un bond un peu plus grand, puisque donc, je vais vous présenter aujourd'hui une œuvre du 15e siècle. Que j'ai choisi parce que c'est en fait une œuvre assez originale qui m'avait tout de suite frappée lorsque j'ai visité le musée des Beaux-Arts de Tours la première fois. Donc originale à la fois par sa nature même, par son iconographie, puisque comme vous pouvez le constater, elle est très riche, très foisonnante avec de nombreux personnages. Et puis par son histoire récente, parce que c'est une œuvre qui a été spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, le déroulé de la conférence va reprendre un peu ces trois grands axes. Donc je vais d'abord vous poser le contexte général de production de ce type d'œuvre qui était typique du Quattrocento. Puis on verra comment est-ce qu'on peut essayer de décrypter cette iconographie si particulière. Et puis donc en fin de conférence, pour conclure, je reviendrai brièvement sur l'histoire plus récente de cette œuvre. Alors, donc, cette œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un panneau peint sur bois qui s'intégrait à l'origine dans un coffre peint qu'on appelle en italien un cassone. Alors, il existait différentes sortes de coffres donc, qui constituaient les meubles de stockage les plus fréquents dans les intérieurs florentins du XVe siècle. Et donc, ce terme de cassone, cassoni au pluriel, il est utilisé aujourd'hui pour... on l'utilise dès le XVIe siècle pour désigner de grands coffres qui sont richement décorés, qui comportent des parois peintes et ou sculptées. Donc là, nous, on a un panneau qui est uniquement peint. Et qui sont généralement réalisés à l'occasion de mariages au sein de la haute société florentine du Quattrocento. Alors, ce type de coffre peint apparaît dès le milieu du XIVe siècle, d'abord à Sienne et à Florence, mais ensuite ils deviennent vraiment populaires dans toute l'Italie. Même si il est vrai que la plupart des panneaux qui sont parvenus jusqu'à nous peuvent être essentiellement rattachés à Florence et à la Toscane. Donc, ce type de coffre luxueusement décoré, évidemment, ne se retrouvait pas dans tous les types d'intérieurs. Il était destiné aux familles aisées, et donc il faisait partie des meubles les plus chers que l'on pouvait trouver dans les maisons florentines du XVe siècle. Alors évidemment, il existait aussi des cassoni beaucoup plus simples, sans décor, que l'on trouvait dans les maisons des gens moins fortunés. Donc, vous voyez ici deux exemples de ces cassoni. Alors, ils sont généralement commandés par paire. Donc, tantôt, ils sont réalisés aux frais des parents, du père de la mariée, tantôt du fiancé. La tradition de commande varie un peu au cours du XVe siècle. Et donc, pour abriter le trousseau et les cadeaux de la future mariée. Et donc, ces coffres accompagnent le cortège nuptial, qui est une des dernières étapes du long rituel matrimonial de cette époque-là. Donc, les cassoni sont portés en procession. Donc, c'est ce que vous voyez, ce que vous voyez sur cette image ici. Ils sont portés en procession avec tout l'ensemble des cadeaux de la mariée, depuis la demeure du père jusqu'à la nouvelle demeure du couple, donc la demeure du futur époux. Donc, une fois dans la demeure des époux, les cassoni prennent place à côté du lit des époux, parmi le mobilier de la chambre. Donc, on a une représentation ici sur cette enluminure qui le montre bien. On voit bien le coffre peint qui est posé
qui est placé à côté du lit, donc qui faisait partie du décor d'apparat de la chambre. Il pouvait aussi servir de siège. Il faut savoir que la chambre à cette époque-là est un espace semi-privé, c'est un espace où on reçoit. Et donc ces coffres qui ont été admirés lors de la procession nuptiale, ils sont destinés à être vus par le personnel de la maison, les époux, mais pas seulement. Également les membres de la maisonnée, les enfants, la domesticité qui peuvent s'y rassembler, ou des invités extérieurs que l'on recevrait dans la chambre. Donc, ce sont des objets d'importance pour tous les membres de la maison et pour l'identité des familles. Alors, ce type de coffre peint voit l'apogée de sa production entre 1400 et 1475. Et au début du XVIe siècle, il reste demandé, mais c'est un art à ce moment-là qui commence déjà à être obsolète et on a un changement de mode qui fait qu'on est plutôt sur ce type, ensuite, sur ce type d'objet. Avec un décor sculpté qui vient remplacer le décor peint. Et donc les cassoni peints disparaissent vers 1550. Pardon. Donc vous voyez, c'est un art qui a une durée d'existence qui est finalement assez courte, mais néanmoins assez prolifique, puisque donc le premier répertoire des peintures de Cassoni, qui date de 1915, rassemblait déjà près de 900 pièces, et donc le catalogue s'est évidemment étoffé encore depuis. Alors, ces coffres, ils étaient fabriqués, au XIVe siècle, ils étaient fabriqués et décorés par des menuisiers spécialisés, mais à partir du XVe siècle, c'est le peintre qui coordonne les différents corps de métier qui doivent intervenir pour produire le coffre, c'est-à-dire le menuisier, le peintre et le doreur. Donc, les coffres sont fabriqués complètement avant d'être décorés. Et donc, on a, notamment à Florence, des artistes qui ont créé des ateliers spécialisés dans la peinture profane et notamment dans la peinture des coffres de mariage. Donc les mieux documentés, ce sont ceux de Apollonio Di Giovanni et Marco del Bono Giamberti. Donc je vous ai mis ici un exemple de la production de cet atelier qui est assez prolifique. À titre indicatif, entre 1446 et 1457, on sait qu'ils ont accepté plus de 170 commandes pour peindre ce type de coffre. Et puis, autre atelier que l'on connaît bien, c'est celui de Giovanni di Ser Giovanni, qu'on appelle aussi Lo Scheggia, qui se trouve être le frère d'un autre artiste très connu de la Renaissance, qui est Masaccio. Alors, dans les ateliers, les artistes réalisent tout ce qui va être nécessaire à l'installation des mariés, que ce soit le mobilier de la chambre, les peintures de dévotion privée, les peintures murales. Donc, par exemple, l'atelier d'Apollonio di Giovanni emploie épisodiquement des enlumineurs et des fresquistes. Et donc ici, pour illustrer la production de l'atelier de Lo Scheggia, je vous ai mis un panneau qui n'est pas un panneau de coffre, puisque ces ateliers ne peignent pas que des coffres, mais aussi d'autres types de meubles. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle une spaliera, c'est-à-dire un panneau qui était un panneau destiné à être accroché au mur, avec un détail intéressant ici, qui est qu'on a une représentation à l'arrière du baptistère de Florence. Autre exemple, donc vous avez ici ce qu'on appelle un plateau, qu'on appelle un desco d'apparto, qui est en fait un plateau d'accouchée, qui était destiné notamment à apporter les rafraîchissements à la jeune accouchée, qu'on conserve évidemment par la suite dans les trésors familiaux. Et celui-ci particulièrement montre que l'atelier de Lo Scheggia a des commanditaires particulièrement renommés, puisque ce plateau précisément, commémore la naissance de Laurent de Médicis. Alors, effectivement, au XVe siècle, cette activité de peinture domestique, entre guillemets, elle n'est pas du tout dépréciative, puisque le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari en témoigne dans son ouvrage Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, qui a été publié pour sa deuxième édition en 1568, où il indique que les plus excellents peintres s'exerçaient à ce type de travaux. Donc effectivement, on a des peintres renommés qui ne se définissent pas spécifiquement comme des peintres de coffre, avec des noms que vous connaissez peut-être comme Benvenuto Gozzoli, les frères Pollaiolo, Paolo Uccello, Botticelli à Florence, mais aussi Giorgione ou Titien à Venise, qui ont exercé cette activité, donc soit peintre de coffre ou peintre de meubles. Par exemple, ce panneau très connu de Botticelli était un panneau destiné à un décor mural.
de même que ce très beau panneau de Paolo Uccello qui représente donc une scène de chasse. Alors, ces œuvres sont des œuvres d'atelier, ce qui veut dire qu'elles sont difficiles à attribuer à une seule main. Alors, il a été fréquent au cours de l'histoire de les attribuer à des artistes particulièrement renommés, dont notamment Paolo Uccello, ou bien aux ateliers les mieux documentés, comme celui d'Apollonio Di Giovanni ou de Buscaglia. Pour le panneau de Tours, il a été rapproché stylistiquement du style de Paolo Uccello, mais comme nous n'avons pas d'attribution attestée aujourd'hui, les attributions sont des choses mouvantes. Hein. C'est vraiment au fur et à mesure aussi des travaux des chercheurs que les choses se dessinent. Donc comme aujourd'hui, on n'a pas d'attribution attestée, il reste présenté comme étant une œuvre anonyme. Et par ailleurs, un détail intéressant, lors des travaux d'imagerie scientifique qui ont été réalisés en 1995, eh bien, on a retrouvé sous la robe d'un personnage qui est assis à droite de Camille, vous pourrez le retrouver tout à l'heure, une jeune femme assise à la droite de Camille sous le dais central, qui portait en fait donc, sous la couche de peinture, on a pu détecter une inscription BIS, qui signifie certainement bistrot, bistre. Effectivement, ça correspond à la couleur de la robe de la jeune femme et qui est vraisemblablement une indication de couleur, ce qui tendrait justement à prouver que ce sont bien des œuvres d'atelier et que ce n'est pas la même main qui avait fait le dessin préparatoire et celle qui allait appliquer la couleur par la suite. Alors, le décor est généralement peint, ce qu'on appelle a tempera, hein, sur un support de bois, et donc les coffres comportent des décors narratifs complexes à partir de la fin du XIVe siècle. Effectivement, ils ont ce format très, très allongé, qui est propice à la peinture narrative, puisqu'elle permet de représenter une histoire en plusieurs scènes, en plusieurs épisodes. Alors, l'ordre exact des scènes est parfois difficile à déterminer, puisque alors parfois certaines d'entre elles se trouvent à la fois au premier et à l'arrière-plan, ou bien à droite et à gauche. Et par ailleurs, l'ordre de lecture n'est pas forcément toujours l'ordre traditionnel de gauche à droite. Alors, généralement, sur les coffres, donc ça, c'est vraiment ce que vous avez là, c'est vraiment le panneau de devant, et les panneaux latéraux avaient une iconographie généralement plus simple, avec des figures allégoriques, des poutilles ou des figures équestres. Et donc, on retrouvait fréquemment dans le programme iconographique des coffres les armoiries des familles qui étaient concernées par le mariage. Alors, les thèmes qui sont fréquemment choisis pour orner ces coffres sont souvent tirés de la littérature ancienne, avec des sujets issus de la mythologie ou de l'histoire grecque et romaine, mais qui sont abordés généralement à travers le prisme de la littérature italienne plus contemporaine. Et donc, tout particulièrement les textes de trois auteurs qui sont considérés aujourd'hui comme vraiment les pères fondateurs de la littérature italienne, qui sont donc Dante, Pétrarque et Boccace, qui jouent un rôle essentiel dans la redécouverte des auteurs classiques comme Homère, Ovide ou Virgile, parce qu'ils reprennent leurs écrits dans leurs propres récits, et donc ils rendent ainsi les récits antiques familiers aux Italiens de l'époque. Sachant que ces histoires étaient également diffusées par la culture orale et donc ne touchaient pas uniquement les personnes les plus éduquées. Donc, les scènes inspirées de la poésie antique, le plus souvent, sont tirées des Métamorphoses d'Ovide, de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère, ou bien de l'Énéide de Virgile. Donc, l'exemple que vous avez ici est tiré de l'Iliade, puisque vous reconnaissez sans doute le cheval de Troie, donc la prise de Troie par les Grecs. On constate que ces guerriers grecs, que les Troyens habitent dans une ville qui ressemble assez fortement à la Florence du XVe siècle, avec même une représentation ici de la cathédrale de Florence. Et parfois, ces scènes sont plus directement inspirées des œuvres de Boccace ou de Pétrarque. Donc là, ce panneau-ci illustre plus particulièrement une œuvre de Pétrarque qui s'appelle donc les Triomphes.
On a également des scènes qui représentent l'histoire grecque ou romaine, donc surtout tirées des historiens antiques, Tite Live et Plutarque. Alors, il y a une espèce de fascination des Florentins pour l'histoire romaine, puisque les Romains sont montrés comme les précurseurs de la République de Florence, comme les ancêtres des Florentins. Et qu'on va retrouver souvent sur la peinture des Cassoni, des personnages comme Jules César, Pompée, Scipion l'Africain. Alors ici, on a une scène qui est tirée donc, de l'histoire grecque, avec une histoire d'Alexandre le Grand, donc une scène qui s'inspire d'un événement réel, la bataille d'Issus en 333 avant notre ère. Et donc vous avez ici Darius, le roi des Perses, qui est porté en triomphe avant la bataille ici, où il va être vaincu par Alexandre. Et vous le retrouvez ici dans une scène de reddition avec ses femmes à Alexandre. Donc là, ça illustre notamment ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le sens de lecture ne se fait pas forcément comme on l'attendrait. Alors, autre thématique qu'on retrouve très souvent, c'est l'Ancien Testament. Donc, on voit fréquemment représenter l'histoire de personnages tels que David, Salomon ou la reine de Saba. Donc, ici, je vous ai mis un exemple qui relate des épisodes de l'histoire de la reine juive Esther, avec notamment ici une scène de mariage avec un échange d'anneaux. Là, ici, vous avez derrière le festin des noces. Et on peut retrouver ici les plats, enfin les cadeaux somptueux de la mariée qui sont présentés en exposition aux yeux de tous. Alors, ça peut nous sembler étrange à nous, mais fréquemment, ce genre de panneau est aussi orné de scènes de bataille, des batailles historiques ou mythologiques, ou plus rarement des scènes qui sont tirées d'épisodes historiques réels. C'est le cas ici, puisque c'est un panneau qui illustre la prise de Pise, qui est un événement qui a eu lieu en 1406 où Florence avait pris sa rivale Pise. Donc ces batailles peuvent être des métaphores pour la conquête amoureuse ou le combat entre deux rivaux. Et elles peuvent aussi glorifier la dignité ou le courage de certains héros mythiques ou historiques qu'on érige en exemple pour le futur marié, ou donc pour glorifier la famille commanditaire. Alors, il est fréquent que plusieurs sources soient amalgamées dans une même peinture, parce que les peintures de Cassoni ne sont pas des illustrations, des textes à proprement parler. Ce ne sont pas non plus des peintures historiques au sens strict. En fait, les peintres recomposent à partir des sources des histoires visuelles qui vont correspondre au statut et aux aspirations des commanditaires. Sans qu'en plus, il existait fréquemment plusieurs versions d'un même texte, et que les histoires tirées des récits antiques étaient fréquemment réécrites avec une dimension morale chrétienne qui permettait de l'adapter aux usages du temps. Donc, autant vous dire que ça complexifie un peu l'interprétation iconographique, mais que du coup, une même histoire peut revêtir plusieurs interprétations, et que c'est ça aussi qui la rendait intéressante pour les usagers du XVe siècle. Alors, ces sujets représentés doivent pouvoir constituer un enseignement, une matière à réflexion donc pour les époux, mais aussi les autres membres de la maison, sur généralement des thématiques en lien avec le mariage, donc la fidélité, le devoir conjugal, le danger des passions, la manière adéquate de se comporter. Donc, ces peintures de Cassoni, elles ont à la fois un rôle éducatif et prescriptif, mais elles doivent également s'avérer divertissantes et attractives pour les spectateurs. Alors, les commandes sont faites par les hommes, par le père ou par le futur époux, donc ce sont eux qui déterminent avec le peintre les choix iconographiques. Et en fait, le programme iconographique répond vraiment aux aspirations du commanditaire, qui peut à la fois apprécier tout particulièrement les exploits militaires de tel ou tel héros de l'histoire romaine, mais qui en même temps souhaiterait exhorter son épouse à faire preuve de prudence, de tempérance, de chasteté, évidemment. Et donc, c'est vraiment à partir de ça que le peintre compose un programme iconographique qui est vraiment adapté, et qui est en fait adapté au goût de chacun, ce qui explique aussi l'extraordinaire variété qu'on retrouve sur
qu'on trouve sur ce type de peinture. Donc ces peintures de Cassoni forment un répertoire très riche de détails évocateurs du Quattrocento, donc les costumes, les batailles, les navires. On voit qu'on a l'Antiquité et le monde contemporain qui s'interpénètrent, mais c'est très ancré en fait dans la mentalité florentine de l'époque. On voit qu'on a des héros antiques qui sont en costume contemporain, qui sont placés dans des architectures qui évoquent l'architecture du XVe siècle, avec même parfois, on l'a vu, des représentations d'édifices existants. Ça permet également d'avoir une appréhension des histoires par le spectateur qui est plus immédiate et de se projeter davantage dans le récit, ce qui est une bonne chose quand on veut toucher par l'histoire qui est représentée, puisqu'elle est censée servir d'exemple et fournir matière à réflexion. Donc là aussi, prudence, ce ne sont pas des descriptions précises qui sont à prendre au pied de la lettre, puisqu'on va avoir des détails réels qui se mêlent avec des représentations symboliques, des conventions picturales. Voilà, ça crée une iconographie qui reste complexe à décrypter. Et donc, on voit bien qu'on a une peinture qui, certes, est une peinture décorative, mais ça serait une erreur de la voir uniquement comme telle, puisque ce sont des peintures qui témoignent à la fois d'une grande diversité visuelle, qui sont très denses iconographiquement et qui revêtent des significations emboîtées. Et donc, une même peinture peut véhiculer des messages multiples. Là, on va essayer de voir maintenant comment est-ce qu'on peut interpréter l'iconographie de notre panneau de Cassonnet du Musée des Beaux-Arts de Tours. Fameuse histoire de Camille. Alors, donc, qui est Camille? Donc, le panneau est censé illustrer l'histoire, et puis pourquoi on choisit une telle thématique pour orner un coffre de mariage. Alors, on voit que la protagoniste principale de la peinture semble être donc cette jeune femme que l'on trouve ici, qu'on retrouve à 3 endroits différents, et donc qui est richement vêtue et ornée de ce chapeau qui porte 3 lettres, C-A-M, CAM. On la retrouve ici aux portes de la ville avec cette troupe de cavaliers. Vous la retrouvez également ici sous le dais où elle semble assister à un tournoi qui serait donné en son honneur, puisqu'elle a une position centrale sous le dais. Et puis vous la retrouvez également ici, on la voit à nouveau arriver dans la ville accompagnée de la même troupe de cavaliers. Alors cette inscription CAM, CAM, ça oriente la lecture vers un personnage particulier qui est Camille, donc la reine des Volsques que l'on retrouve dans l'Énéide de Virgile. Alors malgré cette indication, cette histoire de Camille, ça reste un sujet assez rare dans les peintures de Cassoni, et donc une iconographie qui n'est pas simple à décrypter. Donc on retrouve Camille dans ce panneau du Museum of Fine Arts de Springfield, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Et puis, donc on voit que c'est la bataille entre les Latins et les Troyens, où Camille au combat, les noces d'Énée et Lavinia, donc en lien avec des épisodes de l'Énéide. Également sur ce panneau du Musée national de la Renaissance à Écouen, qui figure aussi des épisodes de l'Énéide. Et donc, on a ici la défaite de Camille qui est représentée à l'arrière-plan. Alors, elle est identifiée par une inscription camillienne. On ne le voit pas là parce que je n'avais pas une assez bonne image sur ce panneau. Donc, je suis désolée, il va falloir me croire sur parole. Et puis, on la trouve également sur ce panneau-ci, donc pareil, qui raconte des épisodes de l'Énéide, qui se trouve à Seattle. Et donc, Camille, en fait, se trouve à cet endroit-là. Donc là aussi, je suis désolée, l'image pour ce panneau n'était pas très bonne. On voit mieux sur le détail ici. Voilà. Donc, vous retrouvez Camille, ici, dans cette scène de combat, aux côtés de Turnus, donc contre Énée. Voilà, Camille figurée ici. Alors, qu'est-ce que l'Énéide dans laquelle on trouve ce personnage de Camille? L'Énéide n'est pas forcément une lecture très répandue aujourd'hui. Donc, c'est une épopée de Virgile qui a été rédigée entre 29 et 19 avant notre ère, et qui est composée de 12 chants, et qui
Globalement, on raconte les épreuves du Troyen aîné, qui est l'ancêtre mythique du peuple romain, depuis la prise de Troie, où donc Aîné va réussir à fuir Troie. On le voit dans l'Iliade, mais très peu, et jusqu'à son installation dans le Latium, donc qui est la région de Rome, où, selon les vœux des dieux, il est censé fonder la nouvelle Troie et il fondera le royaume de l'Avignon. Alors, c'est surtout la deuxième partie de l'Énéide qui nous intéresse, donc entre les chants 7 à 12, où Virgile relate les guerres que doivent livrer Énée et ses compagnons pour conquérir le Latium, jusqu'à la création du royaume de l'Avignon. Donc, Camille apparaît au chant 7, où on nous raconte son enfance. Donc, Métabus, qui est le roi des Volsques, donc les Volsques, c'est un peuple de la région du Latium, est poursuivi par les soldats qui l'ont détrôné et il fuit avec sa seule fille Camille, et donc il se retrouve à un moment à devoir passer une rivière très dangereuse, et donc désespéré il invoque la déesse Diane en lui promettant de lui dédier sa fille si la déesse veut bien sauver l'enfant de la mort. Étant exaucée, Camille va effectivement se dédier à Diane, ce qui implique qu'elle est vierge, et ça c'est un point important sur lequel on reviendra. Et donc Métabus va élever Camille dans les bois auprès des bêtes sauvages, où elle apprend à chasser, à tirer à l'arc, où elle excelle particulièrement à ce genre d'exercice. Et puis à la fin du chant, Camille, qui est redevenue reine des Volsques, arrive avec ses troupes pour soutenir le prince Turnus, qui est un prince local, un prince Rutule. Donc Turnus était fiancé à Lavinia, qui est la fille et l'héritière du roi du Latium. Mais il se trouve que le roi a reçu un oracle qui lui indique que c'est à Aîné qu'il faut qu'il marie sa fille. Ce qui va attiser évidemment par Junon, qui est toujours là pour souffler sur les braises, évidemment provoquer un conflit entre Aîné et Turnus. Donc Camille est du côté, elle, de Turnus contre Aîné. Et donc au chant 11, on retrouve Camille dans la bataille entre les Latins et les Troyens, où Camille se démarque par sa bravoure, elle abat nombre de Troyens, mais malheureusement elle est distraite par l'éclat des armes d'un prêtre troyen, et donc elle ne voit pas venir le javelot qui la transperce. Donc elle meurt, et sa mort va précipiter la défaite des Latins. Donc, quelles sont les scènes donc, tirées de Virgile qui pourraient être représentées dans le panneau? Eh bien, donc, c'est cette jeunesse de Camille dans les bois auprès des bêtes sauvages. Donc, on a ici une illustration. Donc, ça, on est vraiment à l'arrière-plan du panneau, en fait, en haut à gauche, où on voit Camille au combat contre un ours. Alors, ce qui est une manière de dire qu'elle est une chasseresse accomplie, puisque l'ours est réputé être un animal particulièrement dangereux. Et en fait, cette jeunesse de Camille, on la retrouve également à l'arrière-plan du panneau du musée de Springfield que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on retrouve cet épisode ici de Camille accompagnée des bêtes sauvages et de l'ours. Et on la voit également ici en train de lancer le javelot entouré de jeunes hommes à qui elle remontre. Par ailleurs, l'arrivée devant les portes de la ville pourrait correspondre à l'arrivée des troupes de Camille à l'Avinium, même si dans le récit de Virgile, Camille est entourée d'une troupe de guerriers. Là, elle a plutôt l'air d'être entourée. On voit plutôt une dame de cour entourée d'une suite. Par ailleurs, pour le combat de la scène centrale, donc le récit de Virgile laisse en réalité peu d'options, puisque un tournoi donné en l'honneur de la reine alors déjà, c'est pas dans le texte, et puis ça reste peu plausible, puisque ça serait évidemment une débauche d'énergie et de moyens inutiles avant une bataille importante. Donc la seule hypothèse restante, ça serait la bataille contre les Troyens, où Camille perd la vie. Mais à ce moment-là, on aurait donc Camille qui assisterait en spectatrice à sa propre mort. On voit bien que la référence virgilienne en fait est pas suffisante et pas complètement convaincante pour permettre d'interpréter l'iconographie du panneau, et que donc cette jeune femme Cam ne serait pas la Camille de Virgile en tant que telle. Alors, il y a une autre source qui nous permet d'apporter un meilleur éclairage, qui est le De Claris Mulieribus de Boccace,
qui est donc une collection en fait, de biographies de femmes historiques et mythologiques. C'est la première du genre dans l'histoire de la littérature occidentale, donc écrite par l'auteur Florentin Boccas, donc un des fameux pères de la littérature italienne que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, le texte est publié en 1374. Donc, parmi ces femmes, on trouve aussi bien Ève, Junon, Hélène de Troie que Cléopâtre, et donc Camille. Et en fait, ce De Mulieribus Claris, il a eu une très grande postérité et c'est un des textes qui a eu le plus d'influence, notamment sur la peinture des Cassoni. Par ailleurs, c'est un texte qui est très copié, donc très diffusé au Quattrocento, bien davantage que l'Énéide. Alors en fait, Boccas, dans son texte, ne se contente pas de résumer Virgile. Alors, il modifie certains détails, notamment il ajoute que Camille repoussait les jeunes gens qui lui faisaient la cour. Donc ça correspond bien à cet épisode qu'on retrouve donc à l'arrière-plan toujours du panneau de Springfield. Et puis surtout, Boccas ajoute à la fin de son récit une leçon de morale qui permet d'éclairer la mise en scène en faisant le lien entre l'histoire de Camille et le mariage auquel toute demoiselle doit aspirer. Alors, je vous en livre un extrait. Je voudrais que les jeunes filles d'aujourd'hui aient sous les yeux cette femme et qu'en voyant la façon dont Camille, ayant décidé de son propre chef de garder sa virginité et parcourant par libre choix tantôt les vastes champs, tantôt les forêts et les repères de bêtes sauvages, son carquois à l'épaule, s'appliquant sans relâche à réprimer la tentation de la volonté et des désirs, à fuir les plats raffinés et les boissons compliquées, à repousser avec une constance inlassable non seulement l'étreinte, mais même les propos des jeunes gens de son âge, elles apprennent par cet exemple la conduite qu'elles doivent tenir, et qu'elle soit prête à arriver au saint mariage, plus sage et dans la fleur d'une virginité au-dessus de toute éloge, en se soumettant le moment venu aux décisions des membres plus anciens de leur famille. Donc là, je vous prie de m'excuser. Le texte de Boccas met clairement en lien l'histoire de Camille et le mariage. Donc on fait ainsi le lien vraiment entre la thématique et la fonction de l'objet. Et effectivement, on a certains éléments du panneau qui peuvent rappeler ce contexte de mariage, notamment les musiciens, puisque chez Virgile, on a des corps, on a des clairons qui sonnent, qui font entendre une rauque mélodie. Ici, on a des musiciens présents lors du combat qui jouent des instruments qui semblent assez peu adaptés à une bataille. Donc, on a ces musiciens ici qui jouent d'une flûte qu'on appelle un genre de flûte qu'on appelle un chalumeau, qui est un type de flûte très ancien. Et donc, le son de cet instrument est doux. Donc, ça s'apparente en fait un peu au son de la clarinette. Et puis, on a ce musicien-là qui joue d'un instrument particulier qui s'appelle la lira da braccio, donc la lyre de bras, littéralement, qui est un instrument à cordes et à archet de la Renaissance européenne, qui était pratiqué par les poètes de la cour du nord de l'Italie pour la récitation de la poésie lyrique. Donc, c'est ce genre d'instrument qui accompagne les versets chantés par les poètes humanistes comme Pétrarque. Donc, on voit que c'est un instrument à 7 cordes, donc 5 qui se jouent comme un violon, en fait, et 2 qui sont ici, voilà, qui ne sont pas joués directement, mais qui sonnent comme un bourdon. Donc, on a des instruments au timbre doux qui évoquent davantage un contexte festif qu'une bataille. Et par ailleurs, les mariages nobles du Quattrocento faisaient la part belle à la musique et aux danses dans les festivités qui étaient associées. Donc, ce contexte festif amène à formuler l'hypothèse que cette jeune femme au chapeau, ornée des lettres calmes, serait non pas la Camille de Virgile, la Camille reprise dans le texte de Boccas, mais la future épouse pour le mariage de laquelle ce coffre a été exécuté. Donc, en fait, les lettres que l'on voit, on les retrouve sur le panneau de Tours, on ne les trouve pas dans le panneau de Springfield, par exemple, ou dans les autres panneaux que j'ai pu vous montrer qui représentent également Camille. Ce qui pourrait indiquer que la jeune mariée elle-même pouvait se prénommer Camilla, ce qui fait qu'on aurait la coexistence sur un même panneau d'une jeune fille de la haute société florentine et de son double mythologique, avec un jeu onomastique sur le prénom des deux femmes qui rend du coup le sujet particulièrement adapté à ce type de panneau. Alors,
Par contre, il y a effectivement cette bataille vraiment au milieu de la scène centrale. Donc, quelle interprétation est-ce qu'on peut faire de cette bataille? Alors, dans un contexte festif, la bataille pourrait être un tournoi. Donc, les tournois figuraient aussi en bonne place parmi les festivités nuptiales des membres de la haute société. Et on les retrouve représentés très clairement sur l'autre panneau de Cassoni. Alors, en lien ou non avec un contexte de mariage. Donc, celui-ci, par exemple, représente un tournoi sur la place Santa Croce à Florence. Et par ailleurs, donc, la présence de spectateurs ici au balcon pavoisé, que l'on retrouve bien, ici et là, et qui se retrouve en fait assez fréquemment sur la peinture des panneaux de Cassoni. Et puis l'attitude de Camille sous le dais pourrait indiquer que les personnages assistent effectivement à un spectacle. Et après, il y a certains détails qui viennent contredire cette hypothèse, notamment le détail des armures. En fait, sur ce panneau-là, qui représente clairement une scène de tournoi, en fait, les casques que vous voyez ici là notamment, c'est assez bien visible, ce sont des casques de joute, donc des casques très lisses avec vraiment une très fine ouverture pour les yeux, qui sont faits comme ça parce que l'objectif, c'est d'éviter le plus possible la pénétration de la lance à l'intérieur du casque, alors que les armures qu'on trouve sur le panneau de Tours et aussi sur le panneau de Springfield, ce sont des types d'armures qui correspondent à des armures que l'on portait au combat dans les années 1460. Et par ailleurs, on a la présence de morts ici au premier plan, qui semble plutôt indiquer qu'on est vraiment dans une bataille et pas dans un tournoi. On a une mise en scène qui évoque des tournois contemporains, mais la scène représentée serait plutôt la bataille contre les Troyens, donc la fameuse où Camille trouve la mort. Il y a un autre élément qui va vers cette interprétation, c'est la présence de ce personnage ici, qui porte un casque ailé. En fait, ce casque ailé, c'est une convention pour représenter les héros antiques. Alors, quand je dis héros, ça peut être des héros mythologiques, mais aussi des personnages historiques célèbres, comme Jules César ou Alexandre. Donc là, on a ici ce personnage qui porte un casque ailé. Est-ce qu'il s'agit d'Énée? Est-ce qu'il s'agit de Turnus? Si c'est bien, il semble victorieux, donc si c'est la bataille où Camille trouve la mort, il pourrait peut-être plutôt s'agir d'Énée, mais sans qu'on puisse évidemment en être sûr. Et donc vous avez ici d'autres exemples de héros représentés avec ce casque ailé sur l'autre panneau. Donc ici c'est encore Énée, sur le panneau de Seattle. Et ici, sur ce très beau panneau du musée de la Renaissance à Écouen, c'est donc Achille qui est représenté avec ce type de casque. Alors, pourquoi ajouter la bataille où Camille est censée trouver la mort et quel est le message que le programme iconographique cherche à faire passer? En fait, Camille, métaphoriquement, c'est à la fois un modèle à suivre et un contre-exemple pour une future épouse, puisque avant le mariage, la frugalité matérielle de la Camille qui vit de peu dans les bois et surtout sa chasteté sont des vertus à imiter. C'est là-dessus que Boccace insiste dans sa leçon de morale. C'est ça qui fait que Camille est un exemple à suivre pour une jeune fille de bonne famille. En revanche, la Camille guerrière, qui est redevenue reine des Volsques, et même la Camille chasseresse, par certains aspects, ne saurait être un exemple à suivre. Parce qu'on a une Camille qui lance des javelots, qui chasse les animaux, qui participe au combat, qui parvient par l'exercice à une force plus que virile, c'est Boccace qui l'indique dans son texte, et qui aussi, parce qu'elle est vierge, mais du coup refuse le mariage. Donc ça ne peut pas être complètement un modèle pour une jeune épouse. Donc en fait, dans la scène-là, mettre celle que l'on suppose être ici la jeune mariée en face de la bataille dans laquelle Camille
trouve la mort, ça pourrait avoir une valeur métaphorique de contre-exemple et d'avertissement. C'est-à-dire qu'un châtiment survient immanquablement si on transgresse les limites qui séparent les rôles respectifs des deux sexes. Et la position centrale de la bataille met en avant cet aspect. C'est-à-dire qu'on a les vertus de Camille qui sont plutôt représentées, donc l'exemple à suivre, qui sont plutôt représentés en arrière-plan. Mais là, c'est vraiment l'avertissement que l'on met en avant avec la bataille. Et on retrouve en fait on retrouve un peu ce schéma narratif dans le panneau de Springfield, puisque là, on a ici une scène de mariage. On retrouve d'ailleurs notamment les musiciens. Et puis, vous avez ici, vous avez à l'arrière-plan, la Camille vertueuse, dont l'exemple est à suivre. Et puis ici, donc, là, elle est là, représentée, la Camille guerrière, donc, valeur d'avertissement toujours, avec ces deux aspects qui se trouvent donc mélangés dans la narration du panneau. Et de même ici, donc, sur le panneau des points, la mort de Camille, ici à l'arrière-plan, est un avertissement pour la jeune femme, pour la princesse, qui est Lavinia, donc la fameuse fille du roi du Latium, qui va finalement épouser Énée. Donc Lavinia, elle est ici. Et ici, on retrouve la scène de mariage entre Énée et Lavinia. Et en fait, cette mort de Camille à l'arrière-plan, elle a valeur d'avertissement. C'est-à-dire que si Lavinia refuse l'époux qui est choisi par son père, Énée, elle trouvera la mort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se marier. Donc, il faut noter aussi que les costumes peuvent avoir une valeur morale, puisque les costumes exotiques, c'est-à-dire qui ne correspondent pas aux normes du costume florentin, ont souvent une valeur péjorative. Donc, il en est ainsi des chapeaux, de ce type de chapeaux, les chapeaux pointus qui coiffent les Amazones qui accompagnent Camille, puisque dans l'Énéide de Virgile, Camille et ses compagnes sont assimilées aux Amazones. Et on retrouve d'ailleurs ce chapeau dans le détail du panneau de Seattle. Et donc, en fait, ce type de chapeau est issu du prototype de cette médaille. On l'appelle un chapeau paléologique du nom de l'empereur Jean VIII Paléologue, qui était venu en Italie pour le concile de Ferrare et de Florence en 1438-1439, donc l'empereur byzantin, et donc qui amenait avec lui toute une suite, un entourage avec des costumes orientaux, donc un peu qui devait sembler un peu extraordinaire aux Florentins de l'époque. Et donc ce chapeau et cette médaille-là de Pisanello, ça a créé un type iconographique qui fait que le chapeau est devenu un signe distinctif pour identifier un personnage qui provient d'un pays lointain. Et donc, ces personnages sont ainsi désignés comme peu orthodoxes, et donc ça peut avoir une valeur dépréciative, ce qui est évidemment le cas pour les Amazones, puisque ce sont des femmes guerrières. Hein. Elles étaient censées se couper le sein pour pouvoir tirer à l'arc plus facilement, et puis surtout, elles se débarrassaient systématiquement de leurs descendants mâles. Ce qui, bien sûr, n'en fait pas des exemples à suivre pour une future jeune mariée. Donc, on voit qu'on a une histoire qui est porteuse d'enseignement pour une jeune épouse, donc à la fois en termes de vertu prématrimoniale, mais aussi porteuse de châtiment pour celles qui transgressent leurs conditions féminines. Donc finalement, c'est un sujet qui est très approprié pour un cassonnier, d'autant plus si la jeune mariée s'appelait elle-même Camilla. Donc là, encore une fois, ça reste hypothétique, mais c'est vrai que ça apporte un bon éclairage à l'ensemble. Donc, je souhaitais aussi vous partager cette hypothèse. Et puis, on voit qu'on n'a donc pas un décor stéréotypé, mais des niveaux de lecture imbriqués et complexes, réellement porteurs de sens. Donc, il pourrait aussi tout à fait exister un autre niveau de lecture, une autre signification qui aujourd'hui nous échappe. Donc voilà, l'interprétation, c'est une interprétation que je vous donne ce soir. Ça ne veut pas dire que c'est la seule, et peut-être que les travaux futurs permettront de découvrir aussi d'autres interprétations possibles. Alors voilà, pour conclure, j'aimerais donc évoquer avec vous brièvement un autre aspect qui fait l'originalité de cette pièce, qui est donc son histoire récente,
puisqu'il s'agit d'une œuvre qui porte un numéro dit MNR ou Musée national de récupération. Alors, donc, pour comprendre ce qui se cache derrière ce sigle, il nous faut avancer dans le temps jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque pendant le conflit, la conquête nazie s'accompagne dans les territoires annexés et occupés de gigantesques spoliations d'œuvres d'art. Et donc, les forces nazies vont s'employer en France dès la fin juin 1940 à lister, à rassembler et à expédier vers l'Allemagne de très grandes quantités d'œuvres qui sont récupérées dans les musées nationaux, dans les galeries d'art et dans les collections privées juives, alors, des collections d'importance comme la collection Rothschild par exemple, mais également dans des collections privées qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus petites. Et donc, ces collections sont destinées en priorité au musée qu'Hitler veut constituer dans sa ville natale de Linz, en Autriche, ou à la collection particulière de Göring, qui dirige le service qui est en charge de la récupération. Donc, à Paris, c'est le musée du jeu de paume qui va vraiment être la plaque tournante de l'entreprise nazie. Et donc, les œuvres sont récupérées via des saisies, des échanges ou des achats sous la contrainte, et donc font l'objet de nombreux convois ferroviaires. Donc, pour ce qui est de notre panneau, il a été localisé donc, dans 2 collections parisiennes, la collection Velle-Picard puis la collection Kleinberg en 1931. Et donc, on sait que le panneau a été acheté donc, le 3 mai 1941 à Paris par un monsieur Bornheim pour Göring. Et donc là, je vous ai mis le revers du tableau parce que c'est vrai que nous, dans les musées, on scrute toujours le revers des œuvres parce qu'elles portent, il arrive, quand on a de la chance, qu'elles portent des marques, donc des marques, des écrits, des étiquettes qui nous permettent aussi de retracer leur histoire. Et donc, effectivement, on a ici, au revers, cette étiquette-là, qui consigne donc l'achat de l'œuvre le fameux 3 mai 1941. Et l'ancienne attribution de maître des tournois de Santa Croce. Alors, à la Libération, c'est plus donc de 61 000 pièces qui vont être récupérées par la France, notamment grâce à l'action de Rose Valland, que vous voyez ici, qui était attachée de conservation au musée du jeu de paume et qui s'est donc maintenue dans les lieux en fait, pendant l'occupation et qui a fait un travail de reconnaissance souterrain tandis qu'elle travaillait auprès des nazis. Donc, elle connaissait la provenance, le contenu, les lieux où allaient être stockées les caisses. Et donc, elle a pu transmettre ces informations à la résistance, aux alliés à l'approche de la débâcle allemande. Et donc, c'est notamment grâce à son action que de nombreuses œuvres ont pu être protégées et récupérées, donc des œuvres qui étaient stockées notamment dans les mines de sel, par exemple. Donc, on en a un exemple ici. Et donc, ces œuvres ont été rassemblées dans des dépôts provisoires qu'on appelle les collecting points. Donc, il y en avait plusieurs, en zone britannique du Düsseldorf, en zone française Baden-Baden et en zone américaine, surtout Munich et Wiesbaden. Et donc, on a là des historiens de l'art qui œuvrent pour réorienter les œuvres vers leur pays et leur collection d'origine, même si, évidemment, certaines, dans les transferts, ont perdu le lien avec leur propriétaire légitime. Donc, pour ce qui est de notre panneau, on sait que lors de la débâcle allemande, il avait été mis à l'abri dans une cache à Berchtesgaden, qui est une cache où on a retrouvé plus de 1000 tableaux et sculptures qui avaient été volés par Göring. Et donc, il a été transporté ensuite au Collecting Point de Munich, donc le 25 juillet 1945, où on lui attribue le numéro 5130. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, au crayon bleu, ça c'est le numéro du Collecting Point de Munich. Et donc le panneau est ensuite rapatrié vers la France en juin 1946 à destination du siège de la commission de récupération artistique. Puisqu'en effet, donc, dès 1945, la France va faire des restitutions d'œuvres d'art une priorité et le gouvernement provisoire va confier la responsabilité des restitutions d'œuvres d'art à ce qu'on appelle l'Office des biens et intérêts privés et donc tout particulièrement à une commission de récupération artistique, donc la CRA, qui est active de 1945 à 1949, qui se charge des recherches relatives à la récupération et à la restitution des biens.
Et donc, parmi les objets retrouvés, donc il y en a 61 233 exactement, eh bien, c'est plus de 45 400 objets qui sont restitués avant 1950. Et donc, parmi les objets restants, on a une sélection de 2143 objets qui vont être confiés à la garde des musées nationaux. Alors, soit qu'ils soient d'une qualité exceptionnelle, soit qu'ils permettent d'enrichir les collections des musées en région. Donc, ces 2143 œuvres sont inscrites sur des inventaires spéciaux. Et elles sont désormais désignées par ce sigle MNR. Donc, c'est ce qu'on a ici. C'est l'étiquette, voilà, où on peut lire MNR 240, École italienne 15e, Tournois. Donc notre panneau porte effectivement le numéro MNR 240. Et donc ces œuvres sont présentées entre 1950 et 1954 au Musée national du château de Compiègne. Et ensuite, elles sont déposées dans des musées du territoire français, où elles attendent toujours de retrouver leurs propriétaires ou les ayants droit de ceux-ci. Donc, pour ce qui est de notre panneau, il a été retenu lors de la 4e commission de choix des œuvres de la récupération artistique, donc en décembre 1949. Il a été attribué au musée du Louvre, au département des peintures, puis il a été déposé au musée des Beaux-Arts de Tours en 1952. Et donc, ce que vous avez ici, c'est le numéro de dépôt. Le D5321, voilà, qui est un autre numéro, qui est le numéro d'inventaire de l'œuvre. Donc ces pièces, du coup, n'appartiennent pas à l'État français, qui n'en est que le détenteur provisoire. Et donc, afin que ces œuvres puissent être revendiquées, puisque leurs propriétaires légitimes n'ont toujours pas été retrouvés. Ce sont des œuvres qui doivent être présentées au public, donc normalement on ne les met pas en réserve. Et par ailleurs, ce sont également des œuvres qui ne quittent pas le territoire national, donc on ne peut pas les prêter à des expositions à l'étranger. Et elles sont répertoriées donc, sur une base accessible en ligne, donc vous pouvez aller consulter par curiosité. Donc là, voilà, c'est la page de notre œuvre, donc sur cette base, Rose Valland, afin que ces œuvres soient le plus accessibles possible. Donc, en attendant que ces œuvres retrouvent un jour peut-être leur propriétaire légitime, donc elles sont visibles au mur de nos musées, que je ne peux que vous inviter à revenir voir, évidemment, dès que nous aurons pu rouvrir nos portes, ce que l'on espère fortement maintenant. Et voilà, j'espère que j'en ai maintenant terminé. Donc j'espère que cette plongée au cœur de cette œuvre si particulière vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me documenter pour préparer cette conférence. Donc j'espère que j'aurai su aussi vous communiquer ce plaisir. Et puis je reste évidemment disponible pour vos éventuelles questions. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bien, merci beaucoup. Alors, nous avons une question, d'ailleurs je l'aurais moi aussi posée. Est-ce que vous pourriez préciser le sens de tempéra? Ah oui, tempéra. Donc tempéra, c'est ce qu'on appelle la peinture à la détrempe. Ça veut dire que le pigment est mélangé avec une substance agglutinante qui permet d'adhérer au support. Donc là, généralement, pour la peinture comme ça, pour la peinture du XVe siècle, c'est du jaune d'œuf. Donc en fait, détrempe, ça désigne vraiment la peinture où le pigment est mélangé avec un composant qui est soluble dans l'eau. Donc ici, généralement, c'est du jaune d'œuf. Alors, il y a une autre question que je vais lire. Donc, je remarque une quantité impressionnante d'informations et de détails. Et la personne demande quelle est la caractéristique principale du cassonnet. La caractéristique principale? Oui. C'est que ce sont des coffres qui sont, donc je vous dis généralement, même s'il existe différents types de coffres, ce qu'on appelle aujourd'hui le cassonnet, c'est vraiment le grand coffre de mariage peint ou sculpté. Voilà.
Donc, c'est vraiment ce type de pièce dont dont je vous ai montré deux exemples complets, parce que généralement, ce sont des œuvres, ces œuvres qui ont été beaucoup reconstituées au 19e siècle. Mais donc, c'est vraiment ça. Ce sont ces grands coffres de mariage qui sont commandés par paire, généralement, et qui servent à abriter le trousseau de la mariée. D'ailleurs, moi, j'ai une autre question à propos de cette œuvre-là, donc qui est MNR. Donc, alors vous avez dit que le panneau avait été acheté. Alors, il a été acheté, mais a-t-il été acheté ou bien confisqué en fait par les Allemands? Alors, vraisemblablement, celui-là a été acheté. Ensuite, il y a des œuvres qui ont été récupérées par des achats qui sont effectués sous la contrainte. Oui. Mais donc, vraisemblablement, ce panneau-là, en tout cas, c'est ce qu'on a dans les archives, hein, aurait été acheté. Mais sous la Il contrainte. aurait été acheté donc au propriétaire de l'époque, en fait. Oui, c'est ça. Ensuite, on n'est pas capable aujourd'hui de dire dans quelles conditions il a été acheté. C'est un contexte qui est suffisamment trouble pour qu'on puisse continuer de se poser des questions sur la manière dont il a pu intégrer les collections de Göring. Voilà, vous pouvez peut-être maintenant quitter le partage d'écran. Là, on va revenir. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que maintenant, on peut éventuellement poser des questions oralement. Donc, vous pouvez éventuellement réactiver votre micro pour poser des questions oralement. Bonjour. Bonjour. En cas de restitution, si on retrouve les ayants droit ou les propriétaires ou héritiers, Oui. en cas de restitution, et si des héritiers sont à l'étranger, est-ce qu'ils récupèrent leurs biens et est-ce qu'ils peuvent sortir ce bien donc de France? S'ils peuvent prouver, évidemment, il faut pouvoir prouver la propriété. Si la propriété, elle est prouvée, comme j'ai dit tout à l'heure, ces œuvres-là n'appartiennent pas à l'État. L'État, on a la garde provisoire en attendant qu'elles retrouvent leur propriétaire. Donc, s'il s'avère que les propriétaires sont à l'étranger, alors, en toute logique, ils devraient pouvoir effectivement récupérer leurs biens si tant est qu'ils puissent effectivement prouver qu'ils en sont les propriétaires légitimes. D'accord, merci. À propos de la récupération des œuvres d'art, moi je conseille le film très intéressant La femme au tableau. Oui. C'est une histoire de récupération justement donc d'une œuvre qui avait été volée à une famille autrichienne, un tableau de Klimt. C'était un film très intéressant. Oui, oui, c'est très, oui, oui. C'est un très beau film. Oui. D'ailleurs, le seul Klimt qui est actuellement au musée d'Orsay va être restitué. Et qui tout à fait. Oui. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Elsa. C'était passionnant. Très différent des deux autres conférences, c'est ça? On a un très bon panel de... Voilà, c'est ça. Vous avez un panel de la richesse de nos collections, en fait. Et vous trois, vous couvrez tout. Hein. On essaye. Est-ce que je peux juste me permettre, pardon, de donner une toute petite précision sur les instruments de musique? Oui, bien sûr. Je suis professeur de musicologie au CESR et spécialiste des instruments de musique de la Renaissance. Donc, voilà, donc en fait, ce ne sont pas des flûtes, hein, ce sont des hautbois. Oui, ils ont une anche, oui, effectivement, c'est vrai. Oui, voilà, une anche double. C'est des instruments qui sont bien connus à Tours, puisqu'ils sont joués par les instrumentistes de l'ensemble Douce Mémoire, qui est basé à Tours. Donc, voilà, ce sont des hautbois, effectivement. Et là, je ne pense pas que ce soit une lira d'abbraccio qui soit représentée. Il n'y a pas les cordes sympathiques qui sortent à l'extérieur sur la représentation. Alors, effectivement, il n'y a pas, de fait, il n'y a peut-être pas les cordes. Plutôt une vielle. Voilà. Oui. C'est plutôt encore un instrument médiéval. Voilà. D'après ce qu'on peut en voir.
Voilà. Merci. Bonjour, moi je n'avais pas de questions particulières, mais plutôt des remerciements parce que je sais que le musée est actuellement privé de recettes et que les conférences, quand elles ont lieu en présentiel, elles sont payantes. Donc merci à toutes les personnes du musée et à l'association des ABM qui ont permis que ce cycle de 3 conférences puisse être tenu de manière gratuite via Zoom avec des sujets aussi intéressants les uns que les autres. J'avais toutefois une petite suggestion. Oui. Moi, je serais très intéressé par tout ce qui se passe un petit peu en coulisses, et notamment tout ce qui touche à la restauration des tableaux, ou encore le choix pour les expos temporaires, toute la partie un petit peu cachée de l'iceberg. Et alors, je ne sais pas si ça peut se faire sous format de conférence, ça peut être un format vidéo ou autre, mais moi, je serais très intéressé par des choses qui parlent de cet aspect qu'on ne connaît pas du tout. On connaît les œuvres, on visite les salles du musée, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, dans les coulisses. Donc, moi, je serais intéressé par ce type d'information. Voilà. D'accord, très bien. Écoutez, on prend bonne note. Notre directrice Hélène Jagot est là quelque part derrière son écran. Voilà, donc, mais pour répondre, alors en fait, justement, on avait prévu en présentiel pour les journées européennes des métiers d'art de faire un week-end sur la restauration. Donc, on avait prévu une conférence, donc ça aurait dû avoir lieu les 10 et 11 avril dernier. Donc, on avait prévu une conférence d'un restaurateur et puis le lendemain, le dimanche, des présentations de différents restaurateurs qui ont travaillé sur les collections, puisque c'est vrai que l'idée aussi de la restauration, c'est de pouvoir voir les œuvres, d'être vraiment devant l'objet. Donc, ce n'est que partie remise. On va reprogrammer ça l'année prochaine. Et en attendant, on va essayer de faire un certain nombre de films. Alors, on fait partie des musées qui ne sont pas super équipés côté vidéo, c'est un peu notre problème, mais de pouvoir travailler sur des films, sur des restaurations en cours. Donc, en particulier, actuellement, on a une restauration d'une œuvre de Vinchon qu'on avait présentée au public non restauré et qui sera présentée restaurée dans l'exposition sur Antoine Coipel et le Théâtre de Troyes, qui aura lieu maintenant à partir de janvier prochain, donc janvier 2022. Et donc, on espère pouvoir faire un film pour présenter la restauration de cette œuvre. De la même manière, on va commencer à travailler sur de l'imagerie scientifique pour un certain nombre d'œuvres. Donc, on espère là aussi pouvoir faire des présentations publiques, en parler, enfin voilà, davantage montrer les coulisses de la restauration. Mais effectivement, c'était bien prévu sur un week-end du mois d'avril. Donc voilà. Très bien. En tout cas, merci encore à tous les acteurs et les actrices qui ont permis tout ce cycle de conférences et pour le travail formidable qui a été fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, nous avons plusieurs messages qui montrent que la conférence a été apparemment très appréciée. Merci, tant mieux. J'en suis très contente. Bon, apparemment, je crois que... Oui, tout ce qu'ils avaient à dire. Bon, c'était super en tout cas. On attend la prochaine avec impatience. Bien, merci à tous. Et puis on réfléchit à la suite. Oui. On vous tient informé, puis on vous tient, j'espère, informé très rapidement de nos modalités de réouverture. Et puis de l'ouverture tant attendue de l'exposition Olivier Debré et l'abstraction fervente, n'est-ce pas, que nous attendons depuis le 18 décembre. Donc, l'expo est toujours là, elle vous attend. Donc voilà, donc on espère avoir très vite de bonnes nouvelles à partager. Voilà. Super, merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Merci. Elsa. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous.